Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Alors Antoine, tu as eu l'occasion dans le cadre du Salon de l'Auto de Montréal de parler avec Trevor Langlais, le nouveau président de Stellantis Canada, et je pense qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés. Oui, et c'était pas la première fois que je le rencontrais parce que il était dans le passé président de Nissan Canada. C'est un gars de défi. Oui. Parce que c'est pas comme s'il avait choisi des constructeurs les plus faciles ou en meilleure posture en ce moment. Non, monsieur. Tu sais, à la blague, j'y ai dit, ça te tentait pas un petit congé chez Subaru? Il a rigolé. Histoire de te reposer. Mais évidemment, on avait appris qu'il quittait Nissan Canada, puis quelques semaines après, qu'il prenait le poste chez Stellantis. C'est un Ontarien d'origine. Il vit à Barrie, en Ontario. Il n'a pas déménagé à Windsor. Alors, il va se déplacer à Windsor quelques fois semaine depuis Barrie. Mais c'est intéressant. Il tient à sa vie de famille à Barrie. Et donc... moi, j'ai voulu discuter avec lui parce qu'il y a 1000 sujets là, chez Stellantis. Puis le premier, c'est quel est ton plus gros défi? Tu sais, je lui ai demandé la question, mais c'est quoi ton plus gros défi chez Stellantis? Qu'est-ce qu'il te faut régler rapidement? Puis il m'a dit, faut redorer l'image de marque, il faut amener des produits qui sont intéressants, puis il faut surtout satisfaire les concessionnaires, que les concessionnaires regagnent confiance en Stellantis. Parce que, bon, je lui ai longuement parlé du fait qu'il y a beaucoup de propriétaires de concessions Stellantis qui avaient vendu leurs concessionnaires parfois à perte, qui étaient tannés de la gestion limite folklorique là, de la chose. On est obligé de piner dans le jargon des véhicules d'avance pour faire croire qu'on a vendu, les promotions qui tiennent pas la route, on t'a rempli la cour de Grand Wagoneer, puis après ça, arrange-toi avec ça, j'ai pas de promo à t'offrir, la dégringolade des valeurs de certains produits, le retrait des produits qui étaient super importants. Ouais. Tu sais, on oublie ça, là, mais la Caravane à 25 000 $, c'est parti du jour au lendemain. Le Ram classique, ça se vendait énormément au Canada, puis bye-bye, pas de relève, puis pas de plan pour le Ram de nouvelle génération. Alors, tu sais, ça a été beaucoup de coups durs. En plus du fait qu'on a amené plusieurs récents produits qui n'ont pas fonctionné ou qui ont été des flops en matière de fiabilité. Fait qu'il faut vraiment... parce que lui, ce qu'il me disait, c'est l'image de marque puis la satisfaction des consommateurs, ça passe par un réseau de concessionnaires solide et heureux. Et ça, c'est un élément qu'on a clairement oublié au cours des dernières années. Alors, c'est vraiment son objectif numéro 1, de pouvoir faire en sorte que le réseau se solidifie et qu'on ait une bonne image de marque. Ça dépend pas beaucoup d'un président d'une filiale canadienne. Je veux dire, les nouveaux produits, la planification, les choses comme ça. Est-ce qu'il a vraiment un impact là-dessus? Ben non, mais dans une certaine mesure. En fait, ce qu'il m'a dit, c'est je fabrique pas de produits et je ne peux pas garantir la fiabilité d'un produit. Mais par contre, je peux aider à les vendre et je peux développer des stratégies pour que ce soit plus logique, destinées à notre marché. Ah, okay. Et je pense que, en plus de ça, on va y revenir, mais en plus de ça, il me laissait sous-entendre que dans le contexte actuel, il y aurait possibilité d'offrir des produits qui ne seront peut-être pas offerts sur le marché américain. Évidemment que c'est un truc qui tient de chez Nissan, parce qu'on a vu ça chez Nissan. Oui, absolument, beaucoup, tu as tout à fait avec raison. La Micra, par exemple. Oui. Alors, il était pas responsable de l'importation de la Micra. Parce que c'est évidemment Christian Meunier qui avait poussé ça à l'époque. Lui est arrivé après. Mais quand même, il y a des exemples comme ça qui sont un peu flagrants. Puis, évidemment, j'ai aussi une discussion avec lui concernant sa perception de la marque Chrysler. Bon, on dit Stellantis parce que c'est le regroupement, mais la marque Chrysler, pour lui, qu'est-ce que ça représente? Ben, ontarien d'origine, avec jusqu'à 3 usines qui ont roulé en Ontario, ses parents qui ont eu des Chrysler toute sa jeunesse. C'est un amateur de pick-up. Il est plus dans son environnement, disons, que du côté de chez Nissan, où sa job, c'était de vendre des Rogue, des Kicks puis des Sentra, tu sais. Alors, je pense que pour ça,
tu vois qu'il y a un sourire au visage. Puis c'est toujours ce que j'ai mentionné. J'en avais la discussion avec lui. J'ai dit, ce qui est fascinant, c'est que Stellantis, Chrysler, ou appelle ça comme tu voudras, ça a toujours été... Il y a toujours eu plein de gens passionnés qui ont travaillé là. Tu sais, Ralph Gilles, c'est un gars de passion. C'est des gars de char. C'est vraiment des gens qui sont passionnés par un paquet de produits. Alors que des fois, chez Ford, t'as un peu l'impression qu'ils pourraient vendre des tanks à eau chaude, des matelas, puis ça ferait pareil. Tu sais. Tu sens pas ce niveau de passion-là en aussi grand nombre de personnes. Oui, chez chaque constructeur, t'as des gens qui sont... Mais on dirait que chez Dodge, tu sais, t'as cette... Quand cet ADN qui coule dans les veines. T'es obligé de savoir tout faire et pour savoir tout faire, ça prend des gens passionnés, engagés et tandis que dans une grosse boîte quand même beaucoup plus grosse comme Ford ou GM, c'est de l'administration d'abord et avant tout, c'est des chaînes de commandes, c'est des ceci, c'est des cela, enfin tout petit, plus petit. Mais je trouve ça intéressant parce que ce qu'il me faisait remarquer, c'était peut-être pas la meilleure ligne de l'entrevue pour redorer l'image de Stellantis, mais il y a 10 ans de ça, Stellantis était le plus gros. Ben, ça s'appelait pas Stellantis, c'était FCA à l'époque. Là. Mais il y a 10 ans de ça, FCA était le plus gros vendeur de véhicules au Canada. On dépassait les ventes de Ford et de GM. Alors qu'aujourd'hui, c'est à peine le tiers des ventes de Ford de GM. Fait qu'il y a eu une dégringolade violente. Tu sais, on a perdu les caravanes abordables, les Dodge Journey, les Compass, les Patriot. On a perdu le Cherokee, les ventes massives de Grand Cherokee. Tout ce que tu nommes, ou presque, c'est des véhicules abordables. Ouais, ben c'est ça. Voilà. Et ça a été une montée en gamme violente, qui a été poussée aussi par la Covid, parce que tant qu'à vendre des voitures, autant vendre des voitures très chères parce qu'il y avait des faiblesses dans la chaîne d'approvisionnement. Ouais. C'est de la rentabilité à court terme, avoir du 10-12% de rentabilité tous les 3 mois. Et ça aboutit à ça, ça aboutit à faire grimper les prix, vouloir vendre des véhicules toujours plus cher, pousser des véhicules toujours plus chers et dire voilà, la rentabilité avant tout. Et aujourd'hui, on le voit. Non, mais tu sais, imagine-tu la quantité de mauvaises décisions qui ont été prises pour perdre 60% de part de marché? Mais ça date à partir de 2009 et même avant. Je veux dire, déjà, au moment de la crise des subprimes, Chrysler n'était pas non plus dans une situation... Non, mais je veux dire, même si c'était pas des produits de grande qualité, même s'il y avait plusieurs trucs qui décevaient, regarde, on vendait de la tôle. Ah oui, non. Les décisions multiples des Italiens qui ont voulu protéger leur marque, la compagnie était dans le cœur du marché. C'est ça, exactement. Ouais. Et Jeep, ça voulait dire quelque chose. Dodge, ça voulait dire quelque chose. Absolument. Maintenant, là, c'est plus tout à fait ça. Fait qu'il y a un gros travail à faire pour ramener ça à un niveau décent. Évidemment, j'ai posé la question, notamment face à la fourgonnette. J'ai dit là, la minivan Chrysler, quand tu vas à Windsor, t'en vois encore partout. Bien évidemment, sûr. On la fabrique là-bas. Mais c'est un marché que Chrysler a échappé, littéralement. Et il m'a répondu, ça, c'est inacceptable. Parce qu'il dit, c'est le cœur du constructeur. C'est là depuis le début des années 80. Ben oui. Il dit, tous mes amis, tous les parents de mes amis avaient ça quand on était jeunes. Bien sûr. Tu sais, c'est des véhicules omniprésents. Et là, on l'a étiré trop longtemps. En plus, on a modifié les prix à un niveau qui dépasse l'imagination. Oui, absolument. L'hybride rechargeable, on l'a lancé tôt, mais on l'a laissé râler. Et puis, évidemment, après ça, on a parlé de la piètre fiabilité de tout ce qui était hybride rechargeable au cours des dernières années avec tout le chaos que ça a causé, là. Mais il dit, la fourgonnette Chrysler, on va continuer de mettre de l'énergie là-dessus. Il m'avait pas mentionné au moment de l'entrevue qu'il y avait un facelift qui s'en venait pour la Pacifica. Je sais que ça arrive maintenant, mais on a besoin de plus qu'un facelift. Oh là là, on a besoin d'une nouvelle génération. Le véhicule a été lancé en cours d'année 2016. Ça prend quelque chose de nouveau. On a encore besoin d'un véhicule abordable, capable de transporter beaucoup de personnes, beaucoup de volume. Et un mini-fourgonnette fait ça mieux que n'importe quel VUS ou presque. De toute façon. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a effectivement encore de la place sur le marché, mais si tu arrives avec des tarifs attractifs, parce que sinon, c'est mort. Ben oui, mais en même temps, tu sais, GM et Ford ont laissé tomber ce marché-là, n'y sont jamais revenus, et Chrysler l'a conservé.
mais il aurait fallu mieux nourrir la bête. Absolument. Évidemment, lui, il ne peut pas commenter sur ce qui s'est passé dans le passé parce qu'il n'était pas là. Donc, il ne peut pas se permettre de critiquer. C'est compliqué. C'est ça. Sur le plan corporatif, c'est pas si évident. Mais en même temps, il est à même de constater qu'il y a des erreurs stratégiques marketing qui ont été faites. Il me parlait du Ram 1500. Il dit, c'est le gros véhicule à volume de Stellantis en ce moment. On a échappé les ventes complètement. Puis il me dit... C'est clair. Bon, évidemment qu'il n'aurait pas pu me dire autrement, mais il me dit c'est le meilleur camion de son segment. Là, après ça, tu peux prendre... Tout est discutable. Mais c'est vrai que c'est pas un camion qui est gênant face à la compétition. Non, et pourtant... On en a vendu 3 fois moins que Ford et GM l'année passée au Canada. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des décisions de planification de produits, de mise en marché qui n'ont pas fonctionné. Alors, je te dirais aussi de logique de prise de risque parce que Chrysler a connu des hauts et des bas multiples tout au long de cette carrière. Et en fait, la compagnie s'est toujours sauvée en prenant des paris audacieux. Et ça manque beaucoup dans les 10-15 dernières années dans la compagnie. Et c'est difficile en plus en ce moment avec tout ce qui se passe. Non, mais c'est des paris audacieux en matière de design, en matière d'innovation. On revient à la mini-fourgonnette, on vient au Ram 1500 de 1994 qui avait été un game changer. Ils avaient doublé ou triplé leurs ventes en le cab forward, tu sais. Et voilà. Et donc en fait, intrépide, tout ça, c'est là où Chrysler devrait se démarquer. Et on sent que depuis le passage, la prise de contrôle de FCA, c'est plus possible. Ben non. Ils y arrivent plus. Des échecs comme le Dodge Hornet, le Wagoneer S reculent la Dart. Ah non, mais ça, on peut faire une liste. Oh là là. La Chrysler 200 de dernière génération qu'on a vendue pendant 18 mois. Ça coûte cher de développer une voiture pour pas en vendre pendant 18 mois. C'est pas des farces, là. Alors, on peut reculer. Mais là, évidemment, il y a des nouveaux défis. Tu me parlais d'audace. Là, on lance le nouveau Cherokee en ce moment. Je ne peux pas dire que ce soit très audacieux en matière de design. Ça répond à ce que les consommateurs nord-américains ont besoin d'avoir en termes de format. On arrive avec une motorisation audacieuse qui est un moteur hybride Peugeot et une transmission développée chez Chrysler pour ça. J'ai hâte de voir si ça va tenir. Espérons que la fiabilité va être au rendez-vous parce que comme je lui ai mentionné, je dis là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous ne pouvez pas vous planter. Non. Ça se peut pas. Là, il faut que ce soit béton, que ce soit solide. Oh, oui. Et tu vois, ça m'inquiète un peu parce qu'on devait le conduire à l'automne, ce véhicule-là. Et finalement, ils ont décidé de ne pas nous le faire conduire parce qu'il y a des trucs qui n'étaient pas au point. Et j'ai cru entendre qu'il y avait des ajustements à faire au niveau de la transmission encore. Donc, ça m'inquiète un peu, je t'avoue. Mais va falloir passer par là. Puis évidemment, le Cherokee ne pourra pas porter sous ses épaules tout le poids des véhicules abordables offerts par Stellantis. Ça va prendre autre chose. Évidemment, ça m'a amené à parler du Compass qui devait être fabriqué en Ontario à l'usine de Brampton. C'est pas ce qui va se passer. Et là, j'ai levé la main en disant, bon, l'usine de Windsor roule à 3/4 de travail en ce moment. C'est parfait. Mais Brampton est fermé. Et là, ce qu'on a appris, c'est que le Compass qui devait y être assemblé à partir de l'année prochaine, ça ne se passera pas. Trump a rapatrié, en fait, pas Trump, mais à cause de Trump, on a rapatrié la production du côté des États-Unis, ce qui laisse une belle usine vide, encore une fois. Alors, lui m'assure qu'il y a des plans futurs pour cette usine-là, qui travaille de pair avec les employés, qui tient à ses employés, qu'il faut les garder heureux. Mais dans le contexte actuel, où GM ferme l'usine d'Ingersoll, où Ford n'a jamais réouvert l'usine d'Oakville, où on coupe des quarts de travail dans plusieurs autres usines canadiennes. Comme on vient d'en parler. Ça commence à être sérieusement inquiétant. Et lui me dit, il y a de l'avenir, on peut pas en parler pour le moment. Est-ce que l'avenir, ça serait de vendre ça à une autre entreprise? Parce que là, il y a des oui-dire de la part des Chinois, de la part de Hyundai, de la part... Il y a beaucoup de... et que se passera-t-il là-bas? Bonne question, mais en attendant, tu as toute une série d'employés. Parce que c'est une bonne usine avec des employés très capables et capables de sortir des bonnes voitures. Donc, il n'est pas là le problème. Non, il n'est pas là. Mais évidemment, il va falloir remédier à la situation. Puis ça aussi, ça fait partie de ces défis. Et autre truc que j'ai discuté avec lui, c'est évidemment
évidemment l'inefficacité des plans de location chez Stellantis parce que on fait affaire avec SCI, qui, si ma mémoire est bonne, est une filiale de la Banque Royale. On n'est jamais capable d'être compétitif en location. Les valeurs résiduelles tiennent pas la route. On a toujours des taux qui sont plus ou moins attrayants dans un marché où on a besoin de l'être. Ouais. Et en plus, si tu veux couper ton bail, racheter ton véhicule, c'est tout le temps le bordel avec cette entreprise-là. Moi, je l'ai vécu il y a 8-9 ans quand j'avais un camion Ram et que j'ai voulu faire un transfert de bail de location. Le cauchemar que ça a été. On a continué de prélever des montants dans mon compte de banque pendant 3 mois. Fallait que j'appelle à tout bout de champ. Wow. Ah non, c'était l'enfer. Alors, ça ne semble pas s'être complètement réglé encore. Va falloir travailler très fort sur les valeurs résiduelles, les plans de location, les produits qu'on va offrir. Ça prend ça, là. On rivalise contre Ford et GM et on a besoin de relever la barre. Là, évidemment, il y a le Dakota qui va arriver éventuellement. Il y aura d'autres surprises, dit-on. Et pour en finir, Fiat. Ah, ça, parce que là, ça, j'ai dit... C'est épineux, ça, quand même. J'ai dit... Fiat et Alfa Romeo, en fait. Ouais, Alfa Romeo, j'en ai même pas parlé. OK. Mais je veux dire, Fiat, ça a représenté... La raison pour laquelle on a gardé Fiat, on le sait depuis des années, c'est parce que si on devait retirer la marque du Canada, il faudrait payer des redevances aux concessionnaires qui ont investi des sommes pour aménager des salles d'exposition, décider ça. On n'a pas les moyens de le faire. Mais là... Il y a d'autres produits qui existent dans le pipeline. On pourrait aussi aller piger, disait-il, dans le catalogue Stellantis en entier pour amener des véhicules ici. Puis rendu là... Il y a un paquet de véhicules en Amérique du Sud qui pourraient être très, très intéressants pour le Canada. Tu peux prendre une Citroën, une Peugeot, une Opel, puis rebadger ça Fiat si tu veux garder ça ici. Non, mais même, je veux dire, déjà, Fiat en Amérique du Sud a des petits VUS compacts, a des utilitaires compacts, il y a des trucs qui pourraient être très, très intéressants pour le Canada. Ouais. Et faire venir des véhicules du Mexique, c'est pas très compliqué, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. GM le fait. Faut-il les homologuer? Et si les Américains en veulent pas, là, ça représente un défi financier d'amener un véhicule que tu vas vendre à 4, 5, 6 000 copies pour l'homologuer juste sur le marché canadien. Justement, je pense que ça pourrait, ça c'est une autre discussion, mais ça pourrait être un défi intéressant aussi pour justement renforcer un peu la situation du Canada, c'est de revoir les normes d'homologation et de les rendre pas forcément plus souples, mais plus compatibles avec celles d'autres pays. Il m'a clairement et spécifiquement dit qu'il travaillerait là-dessus parce qu'il dit avec un relâchement des règlements et avec davantage de flexibilité. Un petit peu plus de flexibilité. On pourrait amener des véhicules ici sans qu'ils ne soient vendus aux États-Unis et on a des produits intéressants dans le portfolio que les Canadiens et particulièrement les Québécois achèteraient. Alors, tu sais, il y a toute cette dimension-là. J'y crois beaucoup, ça. Alors, Fiat n'est pas mort, dit-il. On devrait avoir des surprises dans les prochaines années, mais il y a énormément de trucs à voir en ce moment. Et puis, avec ce qui se passe sur le plan politique, évidemment, tout peut bouger très, très, très rapidement. C'est compliqué. Alors, on va souhaiter qu'il puisse faire davantage chez Stellantis, du moins qu'il a fait chez Nissan, où il ne s'est pas passé grand-chose, pour être honnête. Et si jamais ça marche, au moins, on va avoir un troisième constructeur américain qui va se sortir la tête hors de l'eau parce que cette année, Stellantis a vendu autour de 112 000 véhicules au Canada. Et pour vous donner une idée, Hyundai en a vendu 150 000. Et il y a 10 ans de ça, c'était le plus gros vendeur de véhicules. On en avait vendu 315 000 au Canada. Là, on est à 112. Fait que, tu sais, ça vous donne une idée. Là. Alors voilà. Au retour, on parle de la Subaru Crosstrek.